Bonjour, donc on va reprendre là où on avait laissé les choses le mois d'avril, avant les vacances de Pâques. Comme j'ai fait dans les 4 derniers cours, je vais tâcher de développer mes idées à partir des exemples concrets. Et aujourd'hui, donc on a fait un peu cette alternance entre Ouest et Est, c'est-à-dire on a traité les Italiens, puis les Persans ou les Iraniens, puis on est revenu sur les Juifs séfarades. Et donc aujourd'hui, je vais tâcher de vous amener vraiment vers l'Extrême-Orient, en prenant donc comme cas la question qui a été d'ailleurs richement traitée dans l'historiographie, mais il y a aussi, comme c'est souvent le cas, des questions ouvertes, ou peut-être quelques points, moi je dirais presque aveugles dans l'historiographie. Et ça, c'est donc la question notamment des Chinois et les Chinois d'outre-mer. Alors donc, comme c'est mon habitude, je vais rester dans cette époque qui est à peu près le 15e, 18e. Et donc, pour aborder ce sujet-là, on dispose, comme je vous ai dit, d'une historiographie extrêmement riche, à la fois des monographies, des articles, mais aussi quelques tentatives importantes de synthèse. Je vous cite 2 exemples parmi beaucoup d'autres. Donc, les travaux de notre collègue allemande Angela Schottenhammer, qui a donc beaucoup écrit sur cette idée de la Méditerranée en Asie orientale, une idée qui a ses origines un peu dans les travaux de notre collègue Denis Lombard, et puis cet autre livre qui utilise également le même genre de métaphore de Méditerranée asiatique, et cette fois-ci c'est l'auteur étant donc un historien français, François Gipoulou, qui a publié ce livre qui est à la fois, qui est un peu entre une étude monographique et un travail de synthèse, traitant à la fois les villes portuaires et les réseaux marchands en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, et en plus entre le 16e et le 21e siècle. Donc vous voyez qu'en fait c'est la longue durée qui est traitée dans cette espèce d'ouvrage à la fois, comme je vous ai dit, monographique et en partie de synthèse. Alors, où commencer à traiter ce sujet? Il y a, bien sûr, plusieurs possibilités. On peut commencer avec les Ibériques. Ici, vous voyez les cartes espagnoles, comme il s'avère, du milieu du XVIe siècle, qui démontrent l'extension, mais aussi les limites de leur connaissance. À l'époque, donc, quand cet atlas isolaire a été produit, on pensait que le Japon il n'y avait qu'une île, on n'avait pas la connaissance des autres îles comme Kyushu ou Shikoku. Et puis aussi, vous voyez que la connaissance qu'a l'auteur de cet atlas, c'est sur l'Indonésie, et en particulier l'Indonésie orientale, c'est assez partiel. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on appellerait normalement la cartographie de l'école de Dieppe, qui vient plus ou moins de cette époque-là, toujours puisant dans les savoirs portugais, mais aussi en rajoutant quelques éléments venant des Espagnols. Mais en fait, il vaut mieux remonter un peu plus dans le temps, parce que pour comprendre ce qu'on peut appeler le système et aussi les limites du système chinois, en fait, le point de départ logique, c'est le XVe siècle. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut commencer avec cette époque, qui est l'époque des missions et des expéditions de l'amiral envoyé par la dynastie Ming. Comme vous voyez, les expéditions ont été envoyées en Asie du Sud-Est, puis en Inde, au Sri Lanka et même au Golfe Persique et en Afrique orientale. Ça, c'est donc les célèbres expéditions de Zheng He, qui a donné donc lieu à un certain nombre de textes de l'époque, le plus connu étant celui de Ma Huan, mais il y a aussi eu d'autres productions. Et dans notre époque, aussi quelques ouvrages qu'on doit qualifier carrément d'imposture, comme les livres de M. Gavin Menzies, par exemple, où il nous raconte que les Chinois avaient découvert l'Amérique
en 1421 et ont aussi apparemment déclenché la Renaissance parce qu'ils avaient des contacts avec l'Italie plus ou moins à la même époque. Donc laissons ces fantaisies de côté. Mais revenons au sérieux. Donc vous voyez que Zheng He avait donc été à la tête de ces flottes qui remontent au début du XVe siècle. Donc c'est à peu près 4 décennies après la prise de pouvoir des Ming. Mais ce sont des expéditions qui ont duré à peu près 30 ans. Et puis, à partir des années 1430, il y a une espèce d'arrêt tout à fait soudain. Il n'y a plus d'expéditions. Il y a toujours un peu de débat autour de cette transformation. En gros, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité étant qu'il y a eu un changement de politique au niveau de la cour Ming. Il y a une autre possibilité qui est que, plus ou moins à ce moment-là, les Ming commencent à avoir des guerres assez importantes dans leurs frontières avec le Vietnam, et donc ils sont plus ou moins occupés avec ces guerres. Ils n'ont plus peut-être les ressources ou l'attention à prêter à la question océanique. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une transformation, et là, contrairement au livre de M. Menzies que je viens de citer, voici 3 livres assez intéressants et importants, des livres sérieux portant sur différents aspects du sujet. Le premier étant l'ouvrage d'un historien indien, Tan Sen Sen, qui traite un peu la longue durée, le rapport entre, il dit l'Inde et la Chine, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, entre, disons, 600 et 1400, où il traite toute une série de questions, les rapports terrestres, mais aussi les rapports maritimes en allant de la Chine en Inde. Puis, le livre de synthèse est toujours très important de notre collègue canadien Timothy Brook, qui donc traite justement de la Chine des dynasties Yuan, donc mongole, et Ming, Brook étant parmi les plus grands spécialistes actuels de la Chine des Ming. Et finalement, cet autre livre à droite de l'historien de Singapour, d'origine chinoise, Ng Ching Kiong, portant sur les limites maritimes du sud-est dans le cas chinois. Et donc, à partir de ces travaux-là, on peut revenir à un certain nombre de constats pour le XVe siècle. Donc, c'est effectivement au XVe siècle qu'on peut dire qu'on voit apparaître finalement une vraie diaspora des Chinois dans l'outre-mer. Donc, c'est-à-dire, il y a des moments avant, par exemple à l'époque des Tang ou à l'époque des Yuan, des Mongols, il y a une petite présence, mais c'est vraiment à partir du XVe siècle qu'on a une présence relativement stable et relativement remarquée des Chinois donc dans cette outre-mer, c'est-à-dire à la fois l'Indochine, comme vous voyez, mais aussi la Thaïlande et surtout l'Asie du Sud-Est, l'Inde sous l'Inde, c'est-à-dire en effet ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Indonésie, mais aussi une partie de la Malaisie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces réseaux qui vont apparaître dans le XVe siècle? On est un peu en manque en termes de sources, parce qu'après les expéditions de Zheng He, il n'y a pas énormément de sources ni d'archives, mais en fait, c'est surtout à partir des sources du XVIe siècle qu'on peut reconstituer ce qui s'est passé au XVe siècle. Et en gros, on peut dire les choses suivantes. Donc, ce qu'on peut appeler le système post-1433 ou 1435. Donc, on sait qu'au cœur de l'affaire, il y avait ce qu'on appelle le commerce tributaire. Donc, ça, c'est le commerce officiel défini par la cour des Ming. Et la source principale pour cela, c'est les annales des Ming, les Ming Shilü. Et là, on a une description des ambassades envoyées par différents pays et différents royaumes. Les ambassades venues du Japon et des îles Ryukyu, c'est-à-dire autour de Okinawa, passent par 2 ports différents. Mais le gros de l'affaire, c'est-à-dire les ambassades et le commerce venant de l'Asie du Sud-Est, passent par la ville portuaire de Canton ou de Guangzhou. Alors, donc ça, c'est la chose la plus considérable. Donc, il y a ça d'un côté, mais en même temps,
les Ming vont définir une politique qui restera au moins en principe jusqu'à la fin de leur dynastie, c'est-à-dire une version d'une prohibition maritime. C'est-à-dire, il y a le commerce officiel, mais personne d'autre est censé faire le commerce. Donc, il y a cette idée que l'État, en quelque sorte, détient un monopole. Et c'est qu'en passant par l'État qu'on peut aller à l'outre-mer. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Moi, je dirais, par exemple, d'un point de vue indien. Jamais on a vu au 15e, 16e siècle un État indien qui était en train d'essayer ce genre de prohibition. Même dans le cas européen, je dirais que c'est assez rare de voir cette espèce de politique, mais là, c'est les Ming qui ont des soupçons, qui pensent qu'on peut avoir des problèmes s'il y a une espèce de commerce sauvage avec l'outre-mer, et donc il faut contrôler. Donc, prohibition maritime, mais qui va donc produire le troisième effet, c'est-à-dire il y a une prolifération de la contrebande. Donc, contrebande qui varie selon les temps, selon le niveau de contrôle que l'État est capable d'exercer. Mais en tout cas, il est sûr et certain que pendant la deuxième moitié du XVe et pendant tout le XVIe siècle, il y avait donc énormément de contrebande. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est, pour correspondre plus ou moins à ces trois modalités, il y a trois modalités aussi de communautés d'outre-mer, enfin. Donc, il y a les résidents permanents, les Chinois donc expatriés déjà au XVe siècle. Et certains sont là, par exemple, en Asie du Sud-Est, parce qu'ils sont là pour être les go-between, pour être les intermédiaires, justement, du commerce tributaire. Donc, en quelque sorte, ils sont permis. Ils ont la permission de l'État Ming pour s'établir à l'étranger. Donc, il y a ces résidents plus ou moins permanents. Il y a des gens qui sont à l'étranger pendant un certain temps, mais qui reviennent en Chine souvent après un long séjour. S'ils sont malins, ils peuvent échapper au contrôle de l'État, mais s'ils sont malheureux, alors là, ils ont beaucoup de difficultés en rentrant et parfois ils peuvent passer du temps en prison et ils ont aussi la possibilité, par exemple, de perdre leurs biens en rentrant parce que l'État va confisquer, en effet, les richesses qu'ils ont rapportées de l'étranger. Donc, deuxième possibilité. Et finalement, il y a une espèce de population transitoire qui sont les commerçants qui font des va-et-vient et donc, du coup, ont un autre statut et qui sont moins sous le soupçon que certainement les gens de la deuxième catégorie. Comment est-ce qu'on sait ça? Je vous ai dit qu'il y a très peu de sources venant actuellement de la deuxième moitié du XVe siècle. On est obligé de regarder les sources du XVIe siècle et je vous cite, par exemple, des textes comme les deux que j'ai cités, de Huang Zhong et de Huang Shengzheng. Celui qui a travaillé ce sujet, c'est en fait l'historien Chang Ping-tsung, mais malheureusement, c'est une thèse qui n'est pas publiée, qui a été soutenue à Princeton il y a un certain temps. Alors donc, vous voyez un premier système qui va se mettre en place au XVe siècle, mais de là à arriver à ça, ça c'est les premiers grands travaux faits en tout cas en anglais, sur les Chinois d'outre-mer au milieu du XXe siècle. Et j'ai cité que les deux noms les plus importants qui ont traité la question des Chinois d'outre-mer, c'est-à-dire d'un côté William Skinner, qui était l'historien américain et l'historien géographe américain qui a traité la question, et puis Wang Gungwu, qui a été très longtemps à l'Université de Singapour. Et ces deux ont traité cette question des Chinois d'outre-mer dans un contexte qui était de la longue durée. Et si vous regardez leur point de départ, ça c'est le milieu du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, en fait, vous voyez que si on prend tous ces pays en allant du Vietnam jusqu'aux Philippines, il y avait à peu près ce qu'on appelle des Chinois ethniques, 10 millions de Chinois d'outre-mer. Donc 10 millions de Chinois d'outre-mer sur une population de ces pays qui à l'époque était un peu moins que 200 millions, c'est-à-dire ces Chinois d'outre-mer représentaient à peu près 5%
de la population globale de ces pays-là. Et c'est une question aussi de savoir comment on est passé de cette situation du début du XVe siècle, où il y avait très très peu de Chinois d'outre-mer, à cette autre situation à peu près 5 siècles après, où il y a presque 10 millions de Chinois dans l'outre-mer. Je vais traiter la moitié de cette question parce que je ne vais pas dépasser vraiment 1800, mais là, on verra qu'un certain nombre de choses sont déjà bien définies avant 1800. Alors donc, le point de départ pour comprendre ce système officiel tributaire du XVe siècle, c'est, comme je vous ai dit, canton. Donc, ville portuaire et sur la fleuve de Perle, et donc qui n'avait pas cette forme. Ça, c'est plutôt la ville de Canton à la fin du XVIIIe au début du XIXe, l'époque, par exemple, quand ça a été étudié dans le contexte de commerce occidental par des gens comme d'Herminie et autres. Mais on sait que déjà au XVe, au début XVIe, Canton était une ville portuaire, mais aussi une ville fortifiée. C'était à la fois la ville où on attendait les étrangers, mais aussi les Chinois d'outre-mer. Il y avait une présence de gouvernement. En fait, pour comprendre tout cela, comme je vous ai dit, on a relativement peu de textes. Et je cite un des textes qu'on a souvent utilisé pour comprendre l'ensemble de ce monde du commerce en Chine du XVIe siècle. Et c'est un texte qui est écrit par Zhang Han, qui était un grand intellectuel du XVIe siècle, mais en fait qui avait l'avantage qu'il venait lui-même d'une famille de marchands. C'était un savant, c'était un lettré confucien, mais c'était aussi quelqu'un qui appartenait à une famille qui faisait le commerce des textiles. Et donc, il écrit ce texte, Shangguji, sur les marchands. Et donc, là, vous voyez, j'ai pris 2 passages de son texte où il parle de ces régions maritimes et leur rapport avec le monde extérieur. Donc là, il parle de la région donc de Fujian, donc le sud-est de la Chine, plus ou moins dans la région, pas exactement, mais globalement dans la région de Canton. Et il nous dit effectivement que la région de la capitale de Fuzhou à Jianing et Funing est délimitée par Jiangxi et Zhejiang. Au sud-est, elle embrasse l'océan et au nord-ouest, elle rencontre les montagnes. Donc, vous voyez, petite description, les montagnes et les rivières sont belles, la terre bien arrosée, la population dense, les produits de la mer n'existent qu'à profusion. Mais donc, là, il vient sur cet aspect-là. Beaucoup de gens vivent d'un commerce spéculatif. Par habitude, ils poursuivent toutes sortes d'occupations et beaucoup sont des marchands. Et en se procurant leurs moyens de subsistance, ils rassemblent ce dont ils ont besoin sans attendre que le danger menace. Si quelqu'un trouvait sa nourriture, sa boisson, sa literie ou ses vêtements insuffisants pour subvenir à ses propres besoins au moment d'une mauvaise récolte, ses voisins le mépriseraient, même s'il était un haut fonctionnaire ou une personne importante. Par conséquent, ces gens traitent l'avarice avec mépris et valeur, et donc ils aiment les gens prodigues. À Tianzhou et à Zhangzhou, le peuple convoite sans pitié le profit et ne se compare pas aux gens purs et simples, etc. Donc, en fait, c'est une vision assez stéréotypée. Les gens de cette région donc, sont à la fois généreuses, mais ils sont aussi parfois avares. Ils aiment bien le commerce, mais ils sont un peu éloignés donc des vertus classiques du type confucien. Et on voit à peu près la même chose, mais même en pire. En parlant de la région de Guangdong, qui est la région justement de Canton. Et là, il nous dit que Guangdong et Guangxi sont entre les montagnes et la mer. Ils s'appelaient autrefois les 100 Yue. La capitale de Guangdong est Guangzhou, donc c'est-à-dire Canton. Le long de la rive nord se trouvent Nanchong et Shaozhou, où les dépenses pour les provisions des troupes, etc., et les communications postales sont couvertes. Mais là, il commence à nous raconter des choses un peu malheureuses sur ces régions-là. Les bandits domestiques et les intrus étrangers sont une nuisance et causent une grande détresse à Guozhou et Lianzhou. Divers étrangers vont et viennent le long de la côte, etc. Mais ces gens-là, ils ont l'intention de faire du commerce et non de piller leurs frontières.
Cependant, les personnes corrompues vont après les profits des navires étrangers, ne se consacrant pas au secteur primaire, c'est-à-dire agricole, certains pays même sans raison. Donc, vous voyez, ces régions de la frontière, mais aussi qui sont des régions dangereuses et où il y a cette espèce de mélange entre commerce et banditisme. C'est précisément donc ça qui est traité dans une série d'ouvrages parus relativement récemment, au moins dans 2 de ces 3 cas, c'est-à-dire portant sur l'arrivée des Portugais en Chine. Donc les Portugais vont arriver précisément dans cette région-là, autour de Canton, à Fujian et à Guangdong, au début du XVIe siècle. Et donc ils vont commencer à essayer de bousculer les Chinois. Et ils viennent avec leurs navires armés, avec des canons, et ils vont donc essayer de dire aux Chinois qu'il faut laisser construire une forteresse ou des choses semblables. Et il y a donc une espèce de réaction violente, on sait, de la part de l'État Ming. Les Portugais sont donc chassés, effectivement. Ils reviennent avec une autre tentative dans les années 1520. Ils sont chassés une deuxième fois. Et puis, il y a une période plus ou moins de 30 ans, 35 ans, où les Portugais restent plus ou moins éloignés de la côte, mais en essayant effectivement de faire exactement comme les gens faisaient au XVe siècle, c'est-à-dire, si on ne peut pas rentrer dans le système officiel, on passe par la contrebande. Donc, ça, c'est exactement la question qui est traitée dans ces 2 livres. Le livre de Tonio Andrade que vous voyez ici nous démontre effectivement que les Chinois étaient en mesure, en termes de technologie militaire, de repousser les Portugais, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans l'océan Indien occidental. Donc, il nous explique pourquoi le système militaire des Chinois et le système militaire maritime des Chinois étaient plus efficaces par rapport à beaucoup d'autres États asiatiques. Mais cet autre livre, qui est une espèce de collection d'essais édité par Pascal Girard et Jean Vegas, est intéressant parce que là, on fait la confrontation entre les sources portugaises et les sources chinoises. Donc, ces prisonniers de l'Empire céleste, en fait, ce sont les Portugais qui sont tombés entre les mains des Chinois. Ils sont souvent restés là pendant des décennies. Au moment de ces difficultés, ces escaramouches qui ont eu lieu au début du XVIe siècle. Et en regardant et en mettant face à face ces 2 sortes de documents, on comprend beaucoup mieux le contexte, par exemple, de ce 3e texte, un texte portugais très célèbre du XVIe siècle. Ça, c'est un récit de voyage assez romancé, il faut dire, de quelqu'un qui s'appelle Fernão Mendes Pinto, et qui donc nous dit qu'il avait passé beaucoup de temps dans la mer de Chine, justement dans ces réseaux de contrebande. En fait, c'était un contrebandiste qui, par la suite, est devenu jésuite, parce qu'il était très proche de François Xavier. Mais si on regarde son texte, en fait, en partie, c'est une fiction, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'exagérations, etc. Mais néanmoins, il nous donne une très bonne idée du fonctionnement de ces réseaux de contrebande quand, en fait, l'État Ming ne parvenait pas finalement à contrôler totalement la côte. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va redéfinir peu à peu les rapports et ce qui va donc finalement permettre un changement. Mais pour comprendre ce changement, il faut quand même comprendre aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on va aussi voir remonter un phénomène qui existait déjà d'une certaine façon à l'époque médiévale, mais qui redevient très important au XVIe siècle, et c'est ce qu'on appelle donc le phénomène des pirates. Mais pirates toujours entre guillemets, parce que ça c'est une façon d'appeler soit les étrangers, soit les gens qui sont dans les réseaux de contrebande et autres. Donc en fait là vous voyez qu'il y avait ces pirates qui souvent étaient basés au Japon, parfois dans les îles, parfois ici à Taïwan, et qui menaient parfois des attaques contre les navires, mais même aussi parfois des attaques carrément sur les villes côtières et les provinces maritimes de la Chine
des Ming pendant tout la deuxième moitié du XVIe siècle, mais même en commençant un peu avant. Donc ce sont ces gens qu'on appelle Wako, ou Woko, hein, et on sait qu'il y a beaucoup de controverses autour de ça. Pendant très longtemps, les Chinois nous ont dit que c'était des Japonais, les Japonais nous ont dit que c'était des Chinois, et finalement, maintenant, en faisant des analyses un peu plus poussées, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était des groupes assez flexibles et multiformes, où il y avait des Japonais, des Chinois, et aussi d'autres, par exemple, des gens des Ryukyu et des autres îles. Donc, en fait, ce n'était pas du tout des bandes de type national. En fait, c'était des groupes assez flexibles dans leur constitution. Et en fait, on verra qu'ils continuaient à jouer un rôle assez important, même au XVIIe siècle. Et c'est donc dans ce cadre-là où il y avait ces attaques plus ou moins constantes contre la côte que les Portugais, qui étaient là dans leur système de contrebande eux aussi, finalement vont réussir à faire quelque chose, c'est-à-dire que face à cette situation, on va donc décider que plutôt que de rester dans cette situation où, bien sûr, on avait la possibilité d'un très riche commerce interne, hein, il y avait aussi la possibilité de permettre aux Portugais une place dans le système. Mais ça, c'est une décision qui n'est pas prise par la cour des Ming, c'est une décision qui est prise effectivement par l'administration locale. Donc, du coup, on voit une espèce de décalage entre les souhaits du centre, le centre qui parle toujours en termes de commerce tributaire, et puis le pragmatisme des administrateurs locaux qui, eux, vont voir que c'est très bien d'avoir le grand commerce ici, mais si, par exemple, on est à Fujian, on est un peu à l'écart de ce genre de commerce. Et pour l'administrateur qui se retrouve dans cette région-là, il a besoin de penser à ses propres revenus. Tandis qu'au niveau de l'Empire, on peut voir large et on peut aussi penser que les recettes fiscales d'une région peuvent compenser une autre et ainsi de suite. Tandis que du point de vue de l'administration des provinces du sud-sud-est, il faut arriver à une solution qui répond à ses propres besoins. Et c'est donc ce qui va finalement donner naissance à cette solution. C'est-à-dire à la fin des années 1550, après à peu près 40 ans d'errance sur les côtes, 40 ans de tentatives de s'intégrer dans les réseaux de contrebande, finalement, les Portugais vont donc réussir ce coup d'avoir la permission d'un établissement, pas une forteresse, un établissement dans cette région-là, ce qu'ils appellent donc à Cidade do Nome de Deus, la ville du nom de Dieu de Macao. Et donc, ça, c'est officiellement inauguré en 1557. Et à partir de ce moment-là, donc, on a cette première implantation, mais c'est une implantation qui est basée sur un contrat signé entre les Portugais et l'administration locale de la région. Ce n'est pas du tout une conquête et ce n'est pas du tout quelque chose qui, au départ, a la permission de la cour. En fait, c'est progressivement, avec le passage des décennies, que les Portugais vont finalement avoir la reconnaissance de la cour. Au départ, en fait, c'est une initiative totalement régionale et locale, ce qui a été très bien démontré précisément par Ng Ching Kiong dans une de ses études qu'il a mis ensemble dans ce livre que j'ai cité au départ. Alors, Wang Gungwu, qui a écrit sur l'ensemble de ces sujets-là, nous a proposé une espèce de vision d'ensemble. Il dit que, en fait, l'affaire du commerce des Chinois, c'est assez simple pour lui. Hein? Il dit que suffice it to say that from the Tang to the Song and then to the Yuan dynasty, private trade by Chinese with other Asians went on side by side. Donc il y avait toujours cette espèce de commerce privé. Il y avait bien sûr ce moment quand, à la fin du XIVe siècle, quand il y avait cette espèce de prohibition maritime, et puis l'émergence de ces Chinois d'outre-mer,
Finalement, il dit que ce qu'il faut garder en vue, en fait, c'est la différence entre l'attitude chinoise par rapport à leurs gens d'outre-mer, si on regarde, par exemple, les Européens. Donc, c'est-à-dire, pour lui, le contraste intéressant, c'est que les Chinois, et surtout les mandarins, à l'époque de Qing, étaient totalement indifférents aux Chinois d'outre-mer, et tandis que les Européens avaient une bonne intégration entre les gouvernements centraux et les gens qui allaient à l'outre-mer. Et en quelque sorte, pour lui, ce qui va en fait le résultat de ça, c'est que les Chinois d'outre-mer, pour lui, ont un niveau d'indépendance et d'autosuffisance qui est assez remarquable. C'est une hypothèse sur laquelle je vais revenir, mais en gros, c'est le genre de propos général qu'on a souvent retenu, c'est-à-dire donc prohibition maritime, donc indifférence de l'État chinois envers les gens qui vont ailleurs, et puis donc comme résultat, on a une espèce de autonomie des Chinois de l'outre-mer par rapport à l'État chinois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une hypothèse qu'il faut modifier? Je vais revenir sur cette question-là. Alors donc, à partir de ce moment de Macao, en fait, il y a des changements très importants qui vont se produire tout de suite. Parce qu'à peu près 10-15 ans après la fondation de Macao, on va voir un autre phénomène qui a à voir avec les Ibériques, c'est-à-dire c'est la prise de Manille et la reprise en quelque sorte de projet des Philippines par les Espagnols dans les années 1570. Ce qui va donner donc en fait une autre possibilité. Et ça, c'est un peu l'opposé de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire, dans le cas de Macao, ce sont les Portugais, c'est-à-dire les Ibériques, qui vont chercher une fenêtre pour rentrer en Chine, tandis que le cas de Manille est autre, c'est-à-dire, Manille est donc, comme je vous ai dit, refondée en quelque sorte, parce qu'il y avait déjà un petit royaume musulman, plus ou moins là où on trouve la ville de Manille aujourd'hui. On sait que les Espagnols étaient plus ou moins dans les Philippines au début des années 1520, puis il y a eu une interruption parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de maintenir le lien entre l'Amérique et les Philippines. Puis ils ont découvert la possibilité de voyage de retour, et c'est à partir de ce moment que Legazpi donc, est envoyé dans les années 1560 pour fonder cette colonie avec le centre à Manille. Mais ce qui est remarquable et qui est assez bien reconnu par les historiens des Philippines, c'est qu'en quelque sorte, pour créer cette colonie des Philippines, il y a deux processus. Il y a les Espagnols, mais les Espagnols qui sont assez peu nombreux, mais finalement pour faire marcher les Philippines et surtout pour faire marcher la ville de Manille en tant que port de commerce, il faut les Chinois. Et donc, du coup, entre 1570 et 1600, on va avoir un processus où justement ces Chinois, qui n'étaient pas censés être à l'outre-mer, parce qu'ils étaient toujours sous prohibition maritime, ils vont donc apparaître de plus en plus à Manille, et ils vont donc fonder toute une partie de la ville qui va devenir le quartier chinois. Et déjà en 1600, ils sont, c'est difficile de compter, mais il y a plusieurs milliers de Chinois à Manille. Donc, en 30 ans, il y a une espèce d'expansion assez rapide d'une présence chinoise. On sait ça par des voies différentes. L'historien espagnol Juan Gil a récemment publié cet énorme livre de 600 pages où il a mis ensemble tous les documents qu'on trouve à Séville et dans des autres archives espagnols qui parlent justement des Chinois de Manille au XVIe et XVIIe siècle. Mais il y a aussi cet autre texte intéressant qui était pendant assez longtemps dans la possession du grand historien anglais Charles Boxer, qu'on appelle normalement le Boxer Codex, où en fait c'est un texte qui a été produit plus ou moins en 1600. Et c'est un texte hybride, probablement écrit par un Chinois de Manille, mais qui savait l'espagnol. Et en fait, c'est un texte qui est assez remarquable parce que c'est une espèce d'ethnographie des Philippines et des régions autour, disons, dans les alentours de 1600.
Hein. Donc, c'est un texte illustré où on trouve toutes sortes de portraits des gens. Donc, vous voyez, ici, on dit Tartaro. Hein, ce sont censés être des Tartares, des gens de l'Asie centrale. Et puis, différentes sortes de Chinois, etc. On trouve quelques indications en chinois, des choses aussi en espagnol. Donc là, vous voyez, ça ne se voit pas très bien, mais en fait, on dit, ce qu'on peut lire ici, c'est quelque chose dans le genre capitaine général, mais des Chinois. Donc, c'est censé être quelqu'un qui est quelqu'un assez haut placé dans la hiérarchie chinoise. C'est un texte qui est donc produit sur papier et donc fait à Manille, avec un texte parfois très difficile à comprendre parce que l'espagnol n'est pas vraiment manifestement la langue maternelle de l'auteur. Il est en train d'improviser dans une langue qu'il ne connaît pas très bien. Mais à partir de ça, on commence à comprendre le fonctionnement et aussi la perspective de ces Chinois. Et maintenant, donc, on a de plus en plus de travaux qui traitent ce sujet à la fois sur le problème du commerce, mais aussi sur la composition même de cette communauté chinoise de Manille. Donc, par exemple, ça c'est un livre relativement récent de Birgit Tremmel-Werner qui traite justement du rapport entre la Chine, le Japon, Manille et les Espagnols, où elle essaie de nous démontrer comment en fait Manille a fonctionné à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle comme espèce de plaque tournante, ayant des rapports à la fois avec Fujian et Guangdong, parce que c'était de là où venaient la plupart des Chinois de Manille, et puis, bien sûr, les rapports avec Macao et les rapports donc, qui allaient outre le Pacifique pour lier Manille avec Acapulco et avec le commerce mexicain. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on a plus ou moins qui nous démontrent comment ça fonctionnait. Ça, c'est les jonques chinoises qui arrivaient à Luzon. Donc, c'est parce qu'on a les données de douane de Manille qui ont été traitées déjà par Pierre Chenu dans le temps, mais qui ont été réanalysées dans les derniers temps. Donc, vous voyez qu'il y avait un trafic assez important, assez variable aussi, de ces jonques. Et puis, bien sûr, il y a aussi les navires japonais, beaucoup moins nombreux, mais souvent des grands navires, et souvent ils sont ce qu'on appelle les navires de sceau rouge, c'est-à-dire les navires qui vont donc fonctionner sous contrôle des shoguns au XVIIe siècle. Et tout cela, ça fait donc un système où Chinois, Japonais et finalement Espagnols vont fonctionner ensemble. Donc ça, c'est pour vous donner une idée toujours de ce livre de comment ça fonctionnait en tant que système. Ici, on a l'aspect asiatique. Vous voyez que le poids relatif est assez différent. Les Philippines ont une population de 1,5 million, la Chine à l'époque 150 millions, donc c'est autre chose. Et donc ici, ce système, et puis il y a l'autre système qui nous mène donc par la voie de Galion de Manille jusqu'à Acapulco, et qui va finalement aussi donner à la fin, tout à fait à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, les premières communautés de Chinois arrivées en Amérique espagnole. Donc on a les quelques Chinois à Acapulco à la fin du XVIe et plus tard, au début du XVIIe, très peu, mais quand même quelques Chinois qui sont remarqués même dans la ville de Lima, disons, à partir de 1710-1720, et qui sont des gens qui vont faire la traversée à partir de Manille. Mais tout cela ne veut pas dire que c'était une situation qui allait très bien tout le temps. Si on regarde cet article donc, classique d'Albert Chan, en fait, il prend comme date pour définir une première phase 1603. Pourquoi? Parce que 1603, c'est le moment du premier massacre des Chinois. Donc, ils étaient là à peu près 30 ans, et donc au début du XVIIe siècle, déjà il y a une espèce de mouvement contre les Chinois à Manille. Cette affaire de 1603 a à voir avec plusieurs, c'est une espèce de combinaison de circonstances différentes.
On sait qu'il y avait eu quelques ans auparavant une petite rébellion des Chinois qui étaient obligés de travailler dans les galères du vice-roi des Philippines. Donc il y avait un soulèvement de ces Chinois, donc déjà des tensions. Et puis on sait aussi que juste avant 1603, il y a quelques mandarins de la dynastie Ming qui sont arrivés, on dit par hasard, à Manille, mais du coup, le gouvernement espagnol avait des soupçons en pensant que les Ming avaient un projet de conquête des Philippines. Et donc, tout cela a créé cette situation où finalement, il y a eu une espèce de mouvement populaire contre les Chinois. Il y a eu donc un massacre assez important, mais la communauté chinoise a continué. Et comme ça a été démontré dans cette thèse relativement récente de l'Université de Georgetown, en fait, la communauté chinoise a par la suite pris ses précautions. Donc, en fait, ce qu'on voit à partir de 1603, ce n'est pas la disparition des Chinois, mais qu'en fait, les Chinois vont se partager en deux. Il y a eu donc une partie qui vont devenir des catholiques, qui vont donc se protéger derrière la religion en devenant des chrétiens chinois de Manille. Ce qu'on appelle, le mot qui est utilisé en espagnol, c'est sanglees, qui est probablement une déformation d'un mot chinois. Donc, on dit qu'il y a des sanglees qui sont donc des non-croyants, et puis les sanglees cristianos. Et donc, en fait, justement, dans cette thèse, vous avez des analyses, par exemple, en partant des données de l'Église. Vous pouvez voir ici, dans la région de Parian, en fait, les liens que passaient par le compadrazgo, c'est-à-dire les liens que passaient par une espèce de fausse parenté entre les Chinois, les Espagnols et les indigènes. Et ici, si vous regardez, c'est le cas d'une famille où le père était donc chinois. Donc le père s'appelle Diego de Paciencia Anquimco. Donc, c'est un Chinois converti au catholicisme, marié apparemment avec Petronila de Jesus, qui serait probablement une indigène, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, si vous regardez, ils ont tous ces enfants. Et en fait, les parents sont assez mélangés. Il y a des parents qui sont eux aussi des Chinois chrétiens, mais aussi des gens qui sont de leur nom, en tout cas, soit des Espagnols, soit des Métis. Et donc, on voit en effet qu'il y a aussi cette espèce de dissolution dans l'identité de ces Chinois de Manille qui va se produire dans ce cadre. Donc, ça aussi, c'est une donnée qui est intéressante. On voit que même dans le commerce, il n'y avait pas de fermeture et d'exclusivité. On a aussi des liens où, en fait, ici, ce sont les emprunts. Donc, où, en fait, ici, c'est la liste des Chinois qui sont en train de prendre de l'argent, et ici, les autres, et on voit qu'en fait, il y a des rapports entre Espagnols et Chinois de ce point de vue-là. Donc, il n'y a pas de fermeture ou d'exclusivité au niveau de ces communautés. Alors, donc, du coup, on peut voir qu'il y a ces deux sortes de rapports. Il y a donc le passage, la solution, disons, de Macao, mais puis il y a l'autre solution qui est de plus en plus de ces Chinois qui vont s'expatrier. Et avec le passage du XVIe siècle, l'État Ming est de moins en moins capable de contrôler cette situation. Ils n'ont pas vraiment la possibilité de dire aux Chinois de Fujian ou de Guangdong qu'ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Et surtout parce qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ce lien avec Manille, c'est crucial parce qu'on fait venir l'argent américain en passant par Manille. Et donc, comme le système, et cela a été démontré dans ce livre de Richard von Glan, comme le système monétaire des Ming dépend de cet argent venant de Manille, et en fait, c'est dans leur propre intérêt de ne pas interdire ces gens, même si ça va contre leur propre législation qui date de la fin du XVe siècle. Donc, la législation reste plus ou moins la même, mais on permet ces gens d'aller s'installer donc, faisant comme si ils ne sont pas vraiment des Chinois ou en acceptant qu'ils sont
autre chose, c'est-à-dire surtout dans le cas des chrétiens. Alors, cette situation-là va s'exacerber au XVIIe siècle, dans les 4 dernières décennies de la dynastie Ming. Et le personnage central dans cette affaire, c'est ce monsieur-là, qui est connu dans les textes des Portugais et des Néerlandais sous ce nom assez curieux de Koxinga, mais son vrai nom étant Zheng Chenggong, et qui donc est typique de ce genre de milieu étrange qui était en train de se développer à partir du milieu du XVIe siècle, ce mélange entre permission, autonomie locale et puis aussi contrebande. Alors, c'est qui Zheng Chenggong? C'est le fils, donc voici la famille. Son père est quelqu'un qui s'appelle Zheng Jilong. Il est donc né plus ou moins dans la région de Xiamen, donc vous voyez là au cœur de l'affaire, en 1604. Il se convertit au christianisme à Macao et il va donc, le père, prendre le nom de Nicolas Gaspard. Il devient interprète entre les Européens et les Chinois. Il a des séjours à Manille et puis à Nagasaki à l'époque. Et à un certain moment, dans les années 1620, il est toujours assez jeune, il est recruté dans une de ces célèbres bandes de Wako, de ces pirates. Et en particulier, il y a un grand monsieur qui est considéré comme le chef des pirates, Yan Sichi, qui est basé à Taïwan. Et il est donc recruté par lui, et puis il devient son successeur en 1625. Mais comme il s'agit de quelqu'un qui a énormément de pouvoir, encore une fois, comme la dynastie Ming n'a pas énormément de pouvoir à ce moment-là, ils vont décider de négocier avec lui, plutôt que de supprimer son activité. Et puis, donc, en 1628, il est nommé amiral. Donc, il est intégré dans le système. Et puis, comme amiral, il a des conflits avec les Néerlandais. Les Néerlandais, à l'époque, sont en train de prendre le contrôle de Taïwan. Et donc, c'est lui qui a des difficultés avec lui. Par la suite, il va monter et monter. Il est nommé plus ou moins le commandeur de la région de Fujian en 1640. Puis, le choc. Parce que là, il y a l'invasion des Mandchous et la chute des Ming. Et là, donc, Zheng Jilong est un peu pris entre deux feux. Il ne sait pas trop quoi faire. Au départ, il reste fidèle à l'empereur Ming, Longwu, mais puis il commence à négocier avec les Mandchous. Et en fait, il est arrêté par eux en 1646 et il est amené à Beijing, où il va passer le restant de sa vie. Donc, vous voyez, celui qui est un peu dans ce milieu, tout d'abord des Portugais, puis des pirates, puis avec les Néerlandais, et finalement, il donc termine pas en gloire, mais comme prisonnier, et il est même exécuté en 1661. Mais il y a le fils. Et le fils, donc, a une carrière beaucoup plus glorieuse, parce que le fils, d'ailleurs, Zheng Chenggong, il est né au Japon, d'une mère japonaise, en 1624. Il revient en Chine en 1631. Il a une bonne éducation confucienne, contrairement à son père, qui n'était pas très lettré. Et en fait, lui, contrairement toujours à son père, il ne va jamais laisser abandonner sa fidélité pour les Ming. Donc, même après 1646, après l'arrestation de son père, il reste fidèle aux Ming. Et donc, en fait, il va commencer à construire lui-même une colonie, une espèce de petit royaume autour de Xiamen, qui va durer à peu près 15 ans, entre 1646 et 1658. Il va attaquer les Mandchous et il va donc encaisser une lourde défaite. Et puis, il fait ces choses très importantes vers la fin de sa vie, c'est-à-dire il va réussir à faire la conquête de Taïwan. Et donc, il prend Taïwan des Néerlandais, c'est le sujet de ce livre de Tonio Andrade. Et en fait, à la fin de sa vie, à partir de Taïwan, il songe même à la conquête des Philippines. Mais il meurt en 1662. Et puis, en fait, Taïwan va rester sous le contrôle de son fils pendant à peu près 20 ans.
C'est un personnage assez compliqué. Il est considéré comme le héros national des Taïwanais. Il est considéré comme un certain type de héros par les Japonais parce qu'il était quand même en partie d'ascendance japonaise. Et en tout cas, c'est quelqu'un il y a même des temples pour lui au Taïwan. Mais ce qui est assez curieux, c'est encore une fois quelqu'un qui vient de ce milieu de commerce de Fujian, et notamment de Guangdong, et qui a donc ses capacités commerciales, qui ne vient pas du tout du centre, qui a ses propres initiatives, mais qui, à partir de cette situation périphérique, est capable de négocier avec le centre. Et donc, dans cette situation de faiblesse de l'État Ming, en fait, arrive à remonter cette espèce de puissance donc, à Taïwan. C'est quand même une des victoires navales spectaculaires contre un pouvoir européen dans les mers de l'Asie qu'on voit à cette époque-là. Il n'en a pas tellement. Et ça, c'est un de ces cas. C'est Taïwan au Formose, toujours sous le contrôle néerlandais dans les années 1650, mais qui va donc être pris dans les années 1660. Alors donc, avec la reprise de Taïwan par les Mandchous, donc en 1683, on va inaugurer une nouvelle époque. Une époque, normalement, qui, au moins selon un certain nombre de savants, doit être appelée le siècle chinois dans le commerce de l'Asie orientale et même de l'Asie du Sud-Est. Parce que c'est à partir de ce moment de 1684 que les Qing vont redéfinir un système. C'est un système que parfois est appelé le système de Amoy, donc de Xiamen, parce que c'est là où c'est centré. Le commerce, pour l'essentiel, ça part de cette région-là, de Fujian et de Guangdong. Et donc, on va renforcer les liens qui sont déjà présents, comme par exemple avec les Philippines. Ça continue. Mais il y a aussi de plus en plus de liens qui sont renforcés avec d'autres endroits. Par exemple, le commerce avec la Thaïlande, qui a été très bien analysé il y a 30-40 ans par Saracine Wirafol dans ce livre sur le commerce entre les Chinois et le Siam, et aussi un des premiers livres de Skinner portant sur les Chinois de Thaïlande. Mais en fait, je vais juste dire 2-3 mots sur un aspect, c'est-à-dire c'est vraiment à partir de ce moment-là, de 1683-4, qu'on va assister pas au développement, mais vraiment au renforcement de liens entre la Chine et les Indes néerlandaises. Parce que c'est ce lien-là qui va se développer de plus en plus avec Batavia, mais aussi avec Surabaya et le nord de Java. Et donc, ça, c'est quelque chose qui donne naissance à une très, très forte communauté des Chinois à Jakarta, ou à Batavia, comme c'est appelé par les Néerlandais. Il y a même des historiens qui, en plaisantant, ont appelé Jakarta une ville coloniale chinoise à cette époque-là, parce qu'il y avait tellement de présence chinoise. Il y avait à peu près 200-300 Chinois en 1620 quand les Néerlandais ont pris cette ville. En 1740, il y avait 10 000 Chinois dans la ville et quelques dizaines de milliers autour de la ville. Donc, c'était devenu tout à fait autre chose. De ces Chinois qui sont donc souvent décrits et dessinés. Ça, c'est un texte écrit par un employé allemand, parce que vous voyez que c'était une description en allemand de la compagnie néerlandaise. En fait, c'est justement cette présence chinoise qui a aussi été analysée, par exemple, dans quelques livres. Je cite notamment ce livre très important de Claudine Salmon et de Denis Lombard, portant sur les Chinois de Jakarta, à partir des inscriptions et des textes. C'est en fait à Jakarta aussi que les Néerlandais vont commencer leur apprentissage, par exemple, de Confucius. Ça, c'est une espèce de glossaire pour comprendre les écrits de
de Confucius, comme on voit ici, du XVIIe siècle. Alors donc, ce dessin fait par un voyageur néerlandais sur les cérémonies pratiquées dans les temples des Chinois. Donc vous voyez qu'il y avait une espèce de dépendance, il y avait un rapport très fort. Ce rapport était un rapport de commerce, c'est-à-dire les gens chinoises qui faisaient le voyage, les allers-retours, toujours entre Jakarta et la Chine. Mais il y a aussi cet autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire c'est les Chinois qui vont développer ce qu'on appelle les Ommelanden. Donc ça, c'est Jakarta. Et puis ça, c'est l'intérieur, où il y a une espèce de frontière agricole où on va cultiver des produits qui sont récemment venus, par exemple le café, la cultivation de sucre. Et tout cela, les entrepreneurs qui vont se charger de ça, ce sont des Chinois. Donc des Chinois qui vont s'enrichir de plus en plus dans ce processus. Donc toujours, on a une historiographie maintenant qui parle de ces questions-là. Là, vous voyez que c'est vraiment du point de vue de Chinois qui va à l'outre-mer pour s'enrichir et, comme dit le texte ici, to make their dreams come true. Là, encore une fois, vous avez cette espèce d'impression de celui qui va à l'étranger pour échapper à l'État qui est toujours là pour opprimer, et puis celui qui va à l'outre-mer pour devenir autre chose. On a aussi quelques éléments intéressants. Par exemple, récemment, on a commencé à classifier quelque chose qui avait été découvert par Claudine Salmon. C'est justement ce qu'on appelle les archives de Kongquan de Batavia, c'est une espèce de conseil interne d'administration parmi les Chinois où on essaie de résoudre les problèmes internes. Donc, on a ces archives-là qui maintenant ont été ramenées aux Pays-Bas et on commence à faire l'édition de ces textes. Ce n'est pas forcément des textes très importants pour le grand commerce, comme dit Claudine Salmon ici. Comme elle dit qu'on peut comprendre beaucoup plus sur les mariages, sur des choses de ce genre, que sur vraiment pour elle dit que ces archives reflètent très mal le grand commerce et les liens avec le monde extérieur, mais pour la petite histoire de la vie interne de ces communautés, on comprend beaucoup de choses. Alors donc, là aussi, ça va mal se finir. Parce que, encore une fois, comme à Mani, il y a finalement, en 1740, le pogrom contre les Chinois. Mais cette fois-ci avec des effets à long terme qui sont plus importants. Parce que là encore, c'est un problème qui est à la fois un problème, on a des soupçons envers les Chinois, on a aussi des problèmes parce que comme les Chinois contrôlent plus ou moins la production et le commerce de sucre, il y a des conflits entre eux et l'administration néerlandaise, mais qui va donc finalement donner lieu à ces conflits et finalement cette espèce de massacre qui va durer à peu près 2 semaines en 1740, ce qu'on appelle le Chinesenmoord. En fait, il y a pas mal de textes sur ça en néerlandais. Mais malgré ça, le résultat, c'est que les Chinois ne vont pas disparaître, ils vont plutôt chercher d'autres solutions à Java, ils vont s'éloigner de Jakarta. Et ils vont donc finalement chercher autre chose, comme cela a été donc démontré par ce monsieur Ng Ching Kiong dans ce beau livre qu'il a produit. En fait, il y a une dernière petite chose que j'aimerais juste mentionner pour terminer. En fait, les Chinois vont continuer à chercher des débouchés en fait, en Asie du Sud-Est, même au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent toujours de la même région, de Fujian et de Guangdong. Mais souvent, ils sont des gens, maintenant, d'autres communautés, par exemple, moins représentés dans les diasporas du XVIe, XVIIe. Par exemple, il y a les Hakka, qui sont souvent des gens qui sont liés avec l'industrie minière, par exemple dans le Bornéo ou dans le Kalimantan. Et enfin, il y a cet incident, c'est plus qu'un incident, il y a cette petite époque assez intéressante à la fin du XVIIIe, début du XIXe, quand on a même ces petites communautés de Chinois dans le nord de Kalimantan qui vont former ce qu'ils appellent les Kongsi.
qui sont donc les Gongxi, les républiques, hein, qui ont envie de déclarer leur propre autonomie et donc qui gardent un rapport avec la Chine, mais qui réclament donc une spécificité. Et aussi, il y a des gens maintenant qui nous ont annoncé qu'en quelque sorte, ça c'était les débuts historiques de la démocratie chinoise. Donc, ces républiques de Gongxi de la fin du XVIIIe, début du XIXe, finalement, ont été écrasées par les Néerlandais. Mais ce qui reste intéressant, et juste pour la petite histoire, on dit que celui qui est descendant de ces gens, ces Hakka de Kalimantan, qui ont formé ces Gongxi, et donc par la suite qui a peut-être pas formé, mais en tout cas contrôlé sa propre république, ça serait Lee Kuan Yew. Donc, qui serait justement un Chinois descendant de ces gens des républiques de Nanyang, de Kalimantan, qui sont donc aussi, qui font partie de ce rapport qu'ont les Chinois d'outre-mer avec la terre-mère. Donc là, si vous voulez, il y a un aspect qui, semble-t-il, reste très frappant dans cette histoire, c'est-à-dire les gens de l'outre-mer qui sont présentés comme ceux qui cherchent la liberté, enfin la démocratie et autre chose, qui est un sujet très très répandu au XVIe siècle. Déjà au début du XXe siècle, c'est un sujet qui est déjà là, par exemple, dans les écrits de Sun Yat-sen. Et puis il y a donc l'empire agraire qui est en train d'opprimer ceux qui sont partis ailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut vraiment voir les choses? Est-ce que finalement on n'est pas en train de créer une espèce de téléologie pour justifier ce qui serait une démocratie assez douteuse qui est le Singapour? Alors, je laisse la question ouverte. Je vous remercie.